parole à Virginie et à Omar. Donc, on se retrouve au troisième thème du colloque, donc la troisième session, les enjeux de santé à chaque moment de la vie. Donc, je me présente, je m'appelle Omar Didi, je suis coprésident du MAC Jeunes LGBT, donc l'association pour les jeunes lesbiennes, gays, bi et trans, à Paris, à Strasbourg et à Nancy, et bientôt à Caen. Virginie Descoutures, sociologue, Université Picardie Jules Verne, enseignante-chercheur, voilà. Et donc on va animer avec Omar cette table ronde. Je commence tout de suite par donc vous présenter le premier intervenant, David Brennan, qui est professeur à l'Université de Toronto et directeur du Cruise Lab. Alors je ne sais pas comment on pourrait traduire en français. C'est un vrai laboratoire académique de recherche qui est donc centré sur la santé des hommes gays. Donc cruising, enfin tout le monde sait ce que ça veut dire. Alors imaginez en France un laboratoire de recherche qui s'appellerait lieu de drague, oui, rencontre sexuelle. Voilà, ça n'est pas encore demain la veille que ça pourrait arriver, mais je trouve ça intéressant de le noter. Et aussi, il détient la chaire de recherche sur la santé des hommes gays, bisexuels et autres hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Il va nous présenter en anglais, donc mettez vos écouteurs pour ceux qui ont besoin, une recherche sur la diffusion et l'expérimentation de programmes de santé sexuelle via des sites web ou des applications mobiles sur la santé des hommes, des HSH. Voilà, ça ira plus vite. Merci beaucoup, on vous écoute. David. Great. Thank you very much. I'd like to begin just by thanking the organizers of this lovely symposium for the opportunity to be here today to speak with you about some of the work we're doing in the Cruise Lab at the University of Toronto. I kind of changed the title of my talk, but it's not to exclude what I was going to talk about. From minority stress to minority stress, what we already know what to do. In listening yesterday, I kind of was thinking a little bit about how I could address some of the issues through what I was hoping to present today. I'm assuming this is going to magically work. Okay, great. I imagine many of the academics in the world, possibly other folks working in healthcare, understand or have heard of the notion of minority stress and minority stress theory. I'm not going to spend a lot of time on it. I just want to mention that the idea is, Dr. Blay spoke a little bit about this, previous presenters have spoken about this. The idea is that as minorities of any kind experience the stress of living with the forms of oppression that impact their life, that creates very distinct and specific threats to their mental health and well-being, which of course is why we're here. Living in a heteronormative, a homophobic, a cisnormative and transphobic world, particularly for gay and bisexual men, which is the population that most of the work I do is in. Issues around coming out, which of course is a lifelong process. By the way, I'm gay. Issues regarding discrimination, violence, and also microaggressions, the small little interactions that happen between people that are not necessarily violence or calling someone a faggot or something along those lines, but a way that people end up feeling excluded. These have very important impact on individuals' health and well-being. Okay, some of the outcomes of that are issues around suicidal ideation. This has come up as well earlier. I want to highlight that suicidal ideation and suicide is not just an issue for LGBT youth. In fact, some research with a colleague of mine, we have noted that there are an increase in suicides and suicidal ideation among older gay men, just as there is in the general population. And that in fact, in North America, more gay men die of suicide than HIV, and those are confirmed suicides. So I think it's an important thing that we make sure we're paying attention to that as well. Issues of anxiety, depression, chaotic substance use, eating disorders, which is true for both men and women, and of course, sexual risk. I don't want you to pay attention to too much on this busy slide,
but the circle on the right here, basically shows the ways in which these kind of outcomes interact to impact the health of sexual minorities. So this includes things like substance use and abuse, mental health, violence and sexual abuse, including childhood sexual abuse, sexually transmitted infections, and HIV. The idea behind this notion is syndemics, that there are multiple epidemics that impact populations. And what we're trying to understand from a research perspective is how we can interrupt the effects of minority stress upon these syndemics affecting, in particular in my work, gay and bisexual men. My point about minority stress is not to teach you about something that's new, it's actually to remind you of something that's very old. Minority stress has been happening for a long time. LGBT people have been under incredible forces of oppression, violence, and discrimination long before anything related to HIV appeared. So here's some images of early marches in the US, including the Stonewall riots on the left. I often think that HIV crashed upon gay men who were already dealing with issues of minority stress. We were just beginning to kind of look at, is substance use an issue? Is mental health an issue? And then slam, along came HIV. Lots of resources, lots of energy, lots of efforts went into trying to address, of course, to address the effects of HIV upon gay and bisexual men. So I think of minority stress as something that's been around for a long time, and also that's impacted multiple populations, of course, not just gay and bisexual men. Early on in this epidemic, the people that worked closely with me and with my friends who were sick and dying related to HIV were lesbian women, lots of them, right on the front lines. And yet they are very much forgotten in the way we kind of talk about the history of HIV. Of course, obviously, when we think about the intersectional nature of other forms of oppression, trans folks, people of color, people of indigenous origin, particularly in North America and Australasia, are at heightened pressures as a result of their experiences in relationship to HIV and minority stress. So some of what we try to do is kind of think about how we can make change. Now, there is some good news in all this. I've been hearing a lot of bad news today and yesterday, so I want to just offer a little bit of what I think is good news. It's not a complete story yet. I don't know if it'll ever be, but I promise you I'll keep fighting till it is. But we do know a few things that actually work. So we know, for instance, Martin's work pointed this out, some other people's work have pointed this out, that access to culturally competent care makes a huge difference. When people have access to comprehensive sexual health education, in my lab, which is primarily working with a lot of young gay men, not only young gay men, but quite a few, one of my favorite questions to ask them is, how did they learn to have sex? Where did they learn to have sex? And I can assure you the nuns in school did not teach them how to have sex. They learned from other gay men. They learned from pornography. And now, younger generations, of course, are learning from online sites and apps. And these are an important part of the sexual health landscape of gay men. I also think we've learned very quickly, hopefully, and this conversation has been happening here at this conference, and I'm grateful for it, about prioritizing the needs of people of color, trans people, indigenous people, which is a very important issue in Canada right now, and the US as well as other marginalized people, people who experience prisons, et cetera. That the intersectional nature of sexual health is important to pay attention to as we think about how we're going to address these kind of health disparities. That comes from building communities. Those could be virtual communities, but I have to say nothing beats the real thing.
So we're working in Toronto about a variety of ways to build ways to encourage community. Often I'm asked why I do research. This is what happens to my body because of my research. Research costs money, it takes time. Does everything have to be a rent? Thank you. Oh, see, oh my God, thank you for the lesbians. Yay. That was a huge assumption on my part, no? Okay. Does everything have to be a randomized controlled trial? Do we do parachute randomized controlled trials? Who's going to volunteer for such a trial? Can we do community-based implementation science? Can we show that what you are doing in the community is already working? How do we do that? And that's some of the research that we're doing in my lab. So I just want to mention briefly, I'm going to skip, I'm going to assume you know where Toronto is. There it is. We had one study called Cruising Counts, which looked at how guys are using online apps and tools to connect with each other, but also to find sexual health information. Sorry, trying to click. I'm going to skip over the eligibility criteria, but let me just tell you a little bit about what we found. This is a little bit about who was in our study, a broad range of people, gay men, 1,830 of them who responded to a phone survey through ads through the variety of apps, such as Grindr, Craigslist even, Facebook, actually. And here's a couple of interesting findings. So of this sample, which is very specific to Ontario, the average guy spent 9.1 hours a week chatting with or searching online for sexual partners. 9.1 hours. That's a lot of hours, right? I think it's a lot of hours. Someone wrote a really wonderful blog that was focused on how they didn't want to spend 9.1 hours looking for partners. Isn't there a better way? Isn't there a more efficient way? About 6 hours looking at pornography, yay. And about 1 hour, yes, that is Justin Bieber. By the way, I had to throw a little Canadian in there. Thank you, you're welcome. A little Canadian icon. About 1 hour a week looking for sexual health information. This to me is the good news. Where are people going to look for sexual health information? Come on, tell me. The next slide will tell you, if it will come up. Okay, maybe it won't tell you. Okay, so what we found is that a good proportion of people are actually looking online specifically for sexual health information. The one thing that I think is really kind of important is to note that when we asked people why they were going online, what kind of sexual health information, the top 3 reasons were actually related to relationships and dating and social isolation. So I think that's really kind of important because it speaks to the fact that community is an important component of sexual health. And we're looking at how we can make sure that we're thinking about a variety of ways to build. Here's actually the sexual health topics that were most popular. Connecting with others, dating, and relationships. So we're looking at ways in which we can kind of build communities for young gay men in particular to connect with other young gay men. Our study's findings were used to develop online outreach guidelines. So through many of the apps, the apps are working to try and think about different ways to focus on creating health and wellness for gay men. There are some really creative tools and creative opportunities to work with folks from the variety of apps. And so this guideline is available. It's in English. It is being translated into French. I am from Canada. So it is being translated into French. Quebec, go Quebec. It is available at katie.ca. And it kind of helps to provide some information about what are the issues around providing online outreach. Finally, I just want to mention we're about to begin a new study, conclusion please,
My conclusion, please, is that we are about to launch a new study where we follow a group of gay men across the province of Ontario for 12 weeks, once a week, doing a diary to talk about their interactions online, both in terms of sex, but also in terms of health information. So you can look for more at cruiselab.ca, at iCruise. That's the name of our study. And finally, I want to say thank you. There's a reason that photo is up there, and it's not just because this is a sports and health-related conference, and that's Richard Simmons. There's another reason, and if someone knows that other reason, why I put Richard Simmons up there, you get extra points. Thank you. Merci beaucoup du coup David pour cette présentation qui était très intéressante. Donc, merci d'être venu de l'Ontario pour présenter tes recherches. Je vais vous présenter donc le deuxième intervenant, Bertrand Riff, qui est médecin généraliste à la Maison dispersée de santé à Lille et qui est aussi président du Corévi. Il va nous présenter une réflexion sur 6 ans de participation au réseau Santé Trans à travers l'accompagnement biopsycho-social de la transition. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour aux autres. Je me suis déjà présenté, je suis toujours Bertrand Riff. Je travaille à la Maison dispersée de santé. C'est quoi? C'est une boutique, c'est un collectif, c'est un pôle universitaire de médecine générale qui réunit, comme vous le voyez, ce qu'on appelle les accueillantes. C'est nos secrétaires qui en même temps font de l'accueil et prennent des gens en individuel, des gens qui ont des difficultés surtout d'accès aux soins. Et puis infirmiers, kinésithérapeutes, médecins généralistes, orthophonistes, des patients experts et des psychologues. Le centre LGBT et le collectif interassociatif sur la santé font partie de notre conseil d'administration. Il y a 6 voix, 3 pour les soignants, 3 pour les soignés. Et c'est cette histoire avec le centre LGBT qui, là, vient faire que nous avons accompagné et travaillé avec les personnes transidentitaires. Le centre LGBT fait partie du conseil d'administration parce que moi j'ai commencé donc à accompagner des patients porteurs du VIH il y a 30 ans et très vite avec le centre LGBT il y a un lien qui s'est fait, il y a une amitié qui s'est faite et ensemble on a essayé de travailler, voir comment. On a commencé à écrire les premiers réseaux en 88-89 et tout ce travail de comment on se parle entre soignants et soignés, eh bien je dirais qu'on le continue là. Quand on a déposé notre dossier à l'ARS de maisons de santé avec 3 axes de travail, accompagner le désordre, apaiser la souffrance ordinaire et être un lieu reliant, nos amis de santé publique et de l'ARS ont été un peu perplexes sur cela. La transidentité, première chose, n'est pas une maladie et depuis 6 ans maintenant, donc avec le centre LGBT, un jour on rencontre le collectif C'est pas mon genre et on se rend compte que ces hommes et ces femmes transidentitaires ont une maltraitance de la part du monde médical, une violence qui leur est faite, qui fait que probablement plus de 60% d'entre eux ont fait leur transition, au sens transition médicale, sur Internet, des hormones au Black Micmac et de la chirurgie de bas de gamme. Et donc pour nous, c'était inadmissible et c'est comme ça qu'on s'est embarqué dans l'accompagnement de ces hommes et ces femmes pour essayer, avec, on va y arriver après, le collectif Santé Trans, un accompagnement éthique. Donc ce n'est pas une maladie, c'est une réalité biopsychosociale. La médecine n'a rien à dire sur le bio, sur le psycho. Tout ce que mes amis psychanalystes ont pu pondre, on va l'oublier. Et sur le social, il y a une vérité qui est qu'il y a des sociétés, des familles qui sont plus accueillantes que d'autres, voire certaines tellement peu accueillantes que c'est l'horreur. Ça a des retentissements biopsychosociaux, c'est une évidence. Une nécessité d'accompagnement dans ces 3 champs, c'est une évidence aussi. Avec 3 choses en ligne de mire. La fluidité du genre, c'est-à-dire quand j'ai commencé, j'avais croisé des anciennes, c'est au départ beaucoup d'anciennes, qui étaient dans la binarité, on est homme ou femme. Et là, maintenant, on est dans une fluidité des genres, c'est une évidence. Beaucoup de discrimination, on en a parlé depuis 2 jours, et c'est le désordre. Et comme à la Maison dispersée de santé, ça fait partie de notre projet d'accompagner le désordre, eh bien, on a accompagné le désordre. Accompagner le désordre, ça nécessite 4 choses, du collectif, la question de la coévidence, un accompagnement biopsychosocial et, en dernier, pour une éthique du soin. Ça nécessite du collectif et pour nous, c'est indispensable. C'est-à-dire, quelles que soient les problématiques de santé qu'on va accompagner et qui sont dans le champ du désordre, eh bien, si on y va tout seul, ça ne sert à rien. Il faut qu'on aille ensemble en collectif et parmi les collectifs, les associations
les associations d'usagers, mais il y a aussi des usagers qui ne veulent pas se mettre en association. Et donc, dans le collectif, il y a aussi des usagers individuels. Et il y a, au fur et à mesure, ce collectif qui s'est renforcé, puisque maintenant, on a les 2 CMP de Lille, donc les psychiatres, qui font partie du collectif. On a le planning, on a AIDS, et voilà, le collectif grandit et grossit de façon intéressante. Ce collectif a une base de départ qui doit être évidente pour tous, c'est qu'on est tous porteurs d'une expertise, l'infirmier est porteur d'une expertise, le responsable de l'association trans est porteur d'une expertise, l'individu transidentitaire est porteur d'une expertise, le kiné est porteur d'une expertise, je suis porteur d'une expertise, le psy d'une expertise. Aucune de ces expertises ne sont superposables, toutes sont équivalentes, et c'est l'échange de ces expertises qui va construire du soin et de la santé. C'est la rencontre de ces expertises qui crée du soin et de la santé, je l'ai déjà dit. Donc on est dans de la co-construction, et dans le fond, on expérimente la démocratie sanitaire. Eh bien, c'est pas facile. La démocratie, c'est pas facile, surtout qu'on a tous envie d'être le centre du monde. C'est notre côté très infantile qui nous reste. Est-ce que je pourrais être le centre du monde? Et tout le monde me regarderait, ça serait bien. La coévidence, ça nous a été énormément reproché. L'immense majorité des hommes et des femmes que je croise et qui viennent me voir en disant « il y a quand même un problème, c'est que je suis une femme et que j'ai un corps mâle, et que je suis un homme et que j'ai un corps femelle, et que j'aimerais vous m'aider à remettre un peu d'ordre dans cela », cet homme, cette femme vient avec une évidence. Et cette évidence, et bien souvent, très vite, on la partage. Et à partir du moment où très vite on la partage, il n'y a aucune raison de reculer quoi que ce soit, ce qui fait que généralement, au bout d'un mois de rencontre, en un mois, 3 rencontres, on démarre l'hormonothérapie, il n'y a pas besoin de plus, contrairement à ce qui se faisait avant. 3 ans de violence inadmissible de la part de mes amis psychiatres qui continuent à parler de dysphorie de genre et à demander au moins 2 ans pour en faire le diagnostic. Cette évidence s'impose ou pas, parce que nous avons quand même quelques patients qui arrivent en disant « c'est pas une évidence, mais je me demande, mais je sais pas ». Et on va pouvoir prendre un peu de temps pour savoir et essayer de comprendre si cette évidence s'impose à moi, comme à lui comme à moi. Et comme à moi et comme à l'ensemble du collectif qui va accompagner cet homme ou cette femme. Généralement, les premières rencontres s'inscrivent dans une histoire commencée il y a déjà très longtemps. C'est pour ça que cette évidence, généralement, elle est là. L'accompagnement bio, c'est au rythme de chacun. Il y a des gens qui veulent aller plus vite, d'autres qui veulent aller moins vite. C'est une médecine réparatrice. Et effectivement, ce n'est pas des mutilations. C'est une médecine qui est là pour réparer l'autre qui a un corps qui ne correspond pas à son identité. Je suis femme et mon corps, il y a un blême. Et nous allons, nous, là, en tant que corps médical, aider cette femme à pouvoir récupérer un corps qui soit plus en adéquation avec elle. Un accompagnement hormonal respectueux. Alors, quand on s'est décidé à accompagner dans les années 88-89 les hommes et les femmes opiacés nécessitants, ces hommes et ces femmes qui nous disaient « mais quand je vais en Belgique, ils me donnent de la méthadone et je vais tellement bien sous méthadone » et que tous les experts français de l'époque, les grands addictologues, professeurs et autres, disaient « un homme ne peut être bien qu'avec rien dans sa tête, on va vous sevrer ». Et ces gens rechutaient et ça allait de mal en pis. Et nous sommes allés voir nos amis belges et c'est eux qui nous ont appris un maniement éthique et un accompagnement éthique avec la méthadone. Et là, nous sommes allés voir nos amis belges de Gand, Gender Team de Gand, qui nous ont appris un maniement éthique et une éthique dans l'accompagnement avec les hormones et une chirurgie quand même de qualité aussi chez eux. Donc un accompagnement hormonal respectueux, on n'utilise quasiment plus l'androcure, qui est une saloperie que nous ne voyons pas pourquoi encore tant de gens l'utilisent. Tous nos patients sont bénéficiaires d'une ALD. On a rencontré les caisses d'assurance maladie afin d'harmoniser. Et maintenant, dans tout le Nord-Pas-de-Calais et Picardie, on met transidentité et c'est tout. Et l'ALD est accordée. Ça, c'est la rencontre avec les assurances maladie. Trouver les partenaires, parfois c'est compliqué. Ça m'a rappelé le VIH du début. Des médecins qui refusaient. Je ne m'occupe pas d'eux. Trouver des partenaires éthiques qui accompagnent dans le cadre de l'assurance maladie, dans le cadre des coûts inhérents dans le cadre de cette ALD, c'est parfois compliqué. L'accompagnement psy, on parlait tout à l'heure de quel psy, mais pourquoi des psys, comme vous l'avez vu dans la maison dispersée de santé, nous, on s'est plutôt intéressé à ce qu'on a appelé la souffrance ordinaire, c'est-à-dire la souffrance liée à la vie. La souffrance extraordinaire, c'est celle liée à la maladie mentale. Et là, on n'est pas dans la maladie mentale, on est dans la vie. Et d'être transidentitaire, c'est parfois douloureux d'aller annoncer à mes parents que c'est douloureux, d'aller annoncer c'est douloureux, et que parfois il y a des choses douloureuses, et la vie c'est parfois douloureux, et ça nécessite
un accompagnement. Plus nous allons être nombreux autour de cet homme et de cette femme qui réalisent un exploit, quelque chose d'extraordinaire, plus on va être là à côté à pouvoir l'aider, l'accompagner dans les moments où ça cogne, où c'est dur, plus pour elle, ça va être tranquille et plus pour elle, ça va être simple. C'est pas gagné. Consultation psy dédiée, c'est-à-dire nos amis psychiatres, maintenant ont des consultations psy dédiées pour ces hommes et ces femmes transidentitaires et surtout qui ne vont pas leur dire c'est votre transidentité. Non, si je vais mal, c'est pas ma transidentité. C'est la vie, c'est parce que. On essaye de répondre à des problématiques qui viennent. Quelles réponses on peut donner? Ça, c'est le collectif. On se réunit en gros une fois par mois, une fois tous les 2 mois, avec à chaque fois des rencontres, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles et qu'est-ce qu'on aurait envie de faire et qu'est-ce qu'on va créer. Donc là, un groupe parole-parent, parce qu'on s'est rendu compte que pour les parents, c'était compliqué. C'est une petite claque, j'avais un fils, c'est quoi maintenant? Et donc on a un groupe parent qui se réunit tous les mois et qui accueille tous les parents qui veulent venir, les parents de jeunes ou de moins jeunes trans. Et nos parents vont de 75 ans à 45 ans. On a formé les CMP, nos amis psychiatres et les CMP, on est allé leur raconter notre histoire. Le collectif est allé rencontrer les CMP afin de permettre aux CMP d'avoir un accueil de meilleure qualité. Au niveau bio aussi, par exemple, on s'est posé la question donc, des cancers et du dépistage du cancer du sein chez les femmes qu'on accompagne et on est allé rencontrer donc, le centre anticancéreux qui maintenant a une plage ouverte pour ces femmes, qu'elles soient bien appelées madame et non pas monsieur, qu'il n'y ait pas de confusion dedans et qu'elles soient acceptées tranquillement et qu'éventuellement, pour celles qui ont des prothèses, on leur fasse une IRM et qu'on ne cherche pas à faire des mammographies. Un accompagnement social qui nécessite... Alors, la seule obligation qu'on demande à ces hommes et ces femmes qu'on accompagne, quand je dis « nous », c'est la maison dispersée de santé, c'est-à-dire à la maison dispersée de santé, surtout interviennent les médecins, les kinés pour la rééducation périnale et les orthophonistes, surtout pour les M2F. Nécessité d'être accompagnés par des pairs, la seule chose qu'on demande, c'est que ces hommes et ces femmes ne restent pas dans la solitude et rencontrent d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres pairs qui, comme eux, ont fait, vont faire, pour pouvoir être accompagnés et avoir le maximum de renseignements. Des consultations dédiées au sein de la maison dispersée par des pairs qui reçoivent des hommes et des femmes transidentitaires. Dans le réseau, on a des avocats maintenant qui sont quand même bien intéressants dans des cas difficiles, pour nos patients comme pour nous. Le collectif et l'associatif qui est là en accompagnement social, on a créé une consultation sociale pour les gens qui ont des difficultés avec leur boulot, avec une experte au niveau boulot, au niveau travail, accompagnement sur le lieu de travail. Et on participe d'une lutte contre les discriminations parce que c'est quand même du quotidien et j'appelle ça un effet guichet, c'est-à-dire qu'à Pôle emploi, selon que j'ai le guichet A, je vais être inscrit dans un groupe d'emploi pour femmes, moi qui suis femme, et si je vais au guichet B, on va m'inscrire en maçonnerie parce que ma carte d'identité, elle est encore dans le genre masculin, dans l'identité masculine. C'est pareil à la caisse d'assurance maladie, c'est pareil partout, c'est un effet guichet. Et pour l'instant, on essaye d'avancer inlassablement avec les institutions, de faire bouger cet effet guichet. C'est compliqué. Pour une éthique de la transition, et j'en finirai là, la coévidence, c'est une éthique de la transition, c'est-à-dire ce que me dit l'autre, et d'abord et avant tout, l'autre. Il me dit, je suis un homme, c'est une évidence. Asseyez-vous, monsieur, et on va vous accompagner, c'est une évidence, quoi. Et cette évidence, jusqu'à preuve du contraire, je la partage. Et là, on est dans une éthique de l'autre, puisque l'autre vient me dire ce qu'il est, et je le respecte. L'excellence pour tous passe par le singulier pour chacun, parce que chacun va nécessiter un accompagnement qui est individuel, et il n'y a pas de standard. Ce n'est pas possible d'imaginer les standards. Je vous disais tout à l'heure, l'accepter, la non-binarité et la fluidité. J'ai des femmes toutes heureuses qui ont un pénis tout heureuse, comme on disait tout à l'heure, c'est un attribut de ma féminité et je suis toute heureuse qu'il soit actif et ça fait partie de ma vie de femme et tant mieux. Et on a des femmes qui désirent une chirurgie de réassignation et chacune est différente dans son écriture de son identité. Dernière chose, pour nous, il s'agit d'abord et avant tout de marcher à côté, d'accompagner et d'être là au rythme de l'autre. Merci à vous. Job.
Merci à toi.